Bonsoir à tous. Le diplomate Club des Nations revient ce soir sur la pratique diplomatique. Beaucoup de nos téléspectateurs ont souhaité que l'ambassadeur Guy Nestor Itoa revienne sur ce plateau pour mieux développer sur ce thème qui suscite beaucoup d'intérêt. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir, monsieur le journaliste. Et bienvenue encore une fois de plus sur le plateau du diplomate Club des Nations. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue à l'émission Le diplomate Club des Nations. Monsieur l'ambassadeur, il y a un débat actuellement en France sur la dissolution de l'ENA, École nationale d'administration de France. Avez-vous un commentaire en tant qu'ancien élève de cette grande école? Heureusement que vous dites que ce débat se déroule en France et pas au Congo. Et je ne sais pas, en tant qu'ancien élève de l'École nationale d'administration de France, comme tous mes autres camarades du Congo, nous sommes fiers de notre pays qui nous a autorisés à présenter ce concours. Et je pense que le débat, c'est plutôt d'encourager les candidatures congolaises à cette école-là, parce qu'elles ne sont pas toujours nombreuses, les candidatures congolaises. Donc, quand on sait que la fonction publique congolaise est régie par des textes juridiques qui garantissent la mobilité du fonctionnaire. Donc s'il y a un message pour le moment à passer au niveau des fonctionnaires congolais, c'est de les encourager à se porter candidat à ce concours de l'ENAC que l'ambassade de France organise pour les élèves étrangers. Nous savons bien qu'il y a le ministre Dimo qui fait partie des anciens élèves. Aujourd'hui, l'utilisation de ces cadres se passe comment? Les cadres sortis de l'École nationale d'administration de France sont bien utilisés. Les premiers élèves congolais à cette école, c'est depuis les années 60. Et si je ne me trompe pas, il y a le Premier ministre André Milongo, qui est le premier de ces élèves-là, de ces anciens élèves de l'ENA. Lui, il est passé en 63. Et vous voyez, il a été quand même Premier ministre de ce pays. Vous venez de citer un autre cas et nous en avons d'autres. Et vous connaissez tous? On se connaît, on est organisés. Vous vous côtoyez? Une association mère qui siège à Paris, et nous avons aussi une organisation africaine qui siège au Maroc. Et au niveau national, nous sommes organisés, nous nous connaissons. Revenons à notre sujet sur la pratique diplomatique, le sujet qui intéresse beaucoup de nos téléspectateurs, parce qu'ils ont souhaité que vous reveniez sur ce sujet et que vous en parlez encore un peu plus. Alors, dans la précédente émission, nous avons parlé de la procédure de nomination d'un ambassadeur, donc du début de la mission d'un ambassadeur. Peut-on parler aujourd'hui de la fin de la mission d'un ambassadeur? Oui, la fin de la mission d'un ambassadeur, cette fin intervient généralement quand l'ambassadeur est rappelé. Alors quand un ambassadeur est rappelé, il y a quelques démarches qu'il entreprend auprès de l'administration du pays d'accueil ou en direction de ses collègues du corps diplomatique. Ce sont des visites, on va dire des visites d'adieu. Et puis après, il attend simplement d'organiser son départ du pays. Bon, on ne va pas dire départ
définitive parce qu'il peut se recycler et revenir dans le pays. Est-ce qu'il est obligatoire de faire des adieux aux autorités Bien sûr. Vous avez passé un moment dans un pays, vous avez travaillé avec des personnalités, vous avez travaillé avec des populations et quand le jour arrive que vous partiez, ce n'est que normal de saluer les gens avec lesquels vous avez travaillé, comme vous avez dû le faire à votre arrivée et pendant votre séjour. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Donc ça c'est une phase. Et après, l'ambassadeur s'en va. Pourquoi il s'en va? Parce que celui qui vient lui succéder ne doit pas le trouver là au niveau du pays. Donc il doit partir pour permettre... Ça veut dire que deux ambassadeurs ne peuvent pas se retrouver dans un même pays? Non, ils ne peuvent pas se retrouver dans un même pays. Même quand l'ambassadeur sortant a par exemple été nommé dans une organisation internationale qui siège dans le même pays, il devra trouver le moyen de sortir, par exemple, de la ville où se trouve, là, c'est souvent les capitales, les ambassades sont basées dans les capitales des pays, et il va trouver le moyen de quitter la capitale pour donner la possibilité à son successeur de s'installer à travers la présentation de ses lettres de créance. Et donc je disais que quand lui, l'ambassadeur sortant, s'en va, et la cérémonie pour celui qui arrive est organisée, donc la cérémonie de présentation des lettres de créance. Mais avant la présentation des lettres de créance, celui qui arrive rencontre le ministre des Affaires étrangères à qui il transmet les copies figurées des lettres de créance. Et à partir de ce moment, le ministère des Affaires étrangères, le protocole diplomatique, travaille avec le protocole national, le protocole d'État, pour la programmation de celui qui arrive et qui doit présenter ses lettres de créance. Et c'est celui-là, pendant qu'il va pour présenter ses lettres de créance, pendant la cérémonie, il commence d'abord par transmettre les lettres de rappel de son prédécesseur. Qui est déjà parti. Qui est déjà parti. Et donc ça marque la fin du caractère extraordinaire et plénipotentiaire de la mission de l'ambassadeur sortant. Ah, c'est intéressant. Mais on parle aussi d'ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire. Nous aimerions que vous nous expliquiez encore clairement ambassadeur extraordinaire. Pourquoi? Plénipotentiaire, pourquoi? C'est un terme qui est utilisé pour désigner un diplomate qui détient les pleins pouvoirs. Donc, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, c'est un diplomate qui, pour le temps de son exercice dans ce pays, a les pleins pouvoirs perchés sur lui. Et ces pleins pouvoirs lui donnent donc l'autorisation d'engager l'État, de signer des accords, des traités au nom de l'État. Voilà pourquoi on parle du caractère extraordinaire et surtout plénipotentiaire, plein pouvoir. Le fait que l'ambassadeur ait ses pleins pouvoirs avec lui, ça donne un caractère extraordinaire à la chose. Là, nous étions dans la diplomatie bilatérale, donc la diplomatie entre les États, mais aujourd'hui, dans la diplomatie multilatérale, vous avez aussi des organisations internationales ou régionales au niveau des Nations Unies,
peuvent nommer aussi des plénipotents. Par exemple, une organisation comme l'Union européenne nomme aussi des plénipotents. L'Union africaine aussi peut nommer des plénipotents. Nous allons évoluer avec d'autres questions sur l'envoyé spécial et le représentant spécial. Nous, en journalisme, on a l'habitude d'utiliser l'envoyé spécial. Est-ce qu'en diplomatie, c'est la même définition qu'on donne à un envoyé spécial? Un envoyé spécial, c'est un haut fonctionnaire qui est envoyé temporairement à un endroit pour représenter une entité. Donc, par rapport à ce que je venais de dire, cette entité peut être l'État, cette entité peut être une organisation internationale, cette entité peut être une organisation régionale. Et maintenant, de plus en plus, que ce soit dans la diplomatie bilatérale ou multilatérale, les envoyés spéciaux ne sont plus envoyés simplement pour des missions strictement temporaires. Il y en a qu'on envoie et qui peuvent rester longtemps dans leur mission. Et sinon, dans la diplomatie classique, l'envoyé spécial, c'était ce haut fonctionnaire que l'on mettait en mission, et généralement c'est le chef de l'État, auprès d'un autre chef d'État, soit pour porter un message qui peut être écrit ou verbal, mais généralement c'est un message écrit. Donc l'envoyé spécial, qui peut être, je dis, haut fonctionnaire, il peut être un ministre, il peut être un membre du Parlement, il peut être... Ici, on peut avoir un exemple d'un envoyé spécial. Oui, il y a souvent le ministre des Affaires étrangères du Congo qui voyage avec cette qualité, pas seulement comme ministre des Affaires étrangères, mais il voyage avec la qualité d'envoyé spécial. Parce que c'est une qualité qui implique des conséquences au niveau du protocole. Quand il voyage comme ministre des Affaires étrangères, il y a un type de protocole. Mais quand il voyage comme envoyé spécial, il y a aussi un autre type de protocole au niveau du pays de destination. Voilà. Par exemple, en termes d'audience, il va être reçu prioritairement parce qu'il est par exemple porteur d'un message de son chef d'État auprès d'un autre chef d'État. Maintenant, je disais qu'il y a maintenant aussi des envoyés spéciaux qui sont envoyés à des missions de longue durée. Aujourd'hui, à la diplomatie thématique, vous pouvez prendre un cas comme ce qui se passe chez nous ici en Afrique, Boko Haram. Le sujet est tellement préoccupant que un pays peut envoyer au Nigeria ou au Cameroun un envoyé spécial pour suivre ce sujet spécialement. Alors que ce même pays a déjà une ambassade dans ces deux cas d'exemple que nous venons de prendre. Mais en ce moment-là, quel est le rôle de l'ambassadeur? L'ambassadeur reste dans la plénitude de ses fonctions dans sa juridiction. L'envoyé spécial vient pour un sujet précis, mais il n'a pas tous les éléments qui fondent la fonction d'ambassadeur. L'envoyé spécial n'a par exemple pas la territorialité. Il vient simplement pour un temps et observer un sujet précis. Même si la mission dure un certain temps, mais la territorialité reste toujours du domaine de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire qui est en poste dans le pays. Imaginez par exemple qu'il y a l'envoyé spécial et l'ambassadeur qui sont dans ce même pays. Demain, on annonce l'arrivée du président de la République, de leur pays, donc du pays d'envoi, pour
plancher sur le sujet pour lequel l'envoyé spécial est placé. Mais qui va recevoir le président? C'est l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire qui reçoit le président. Après avoir parlé de l'envoyé spécial, mais qu'en est-il du représentant spécial? Le représentant spécial, c'est un haut fonctionnaire qui est nommé soit par un pays ou une organisation internationale pour accomplir une mission de représentation bien précise. Et la différence qu'on peut faire entre envoyé spécial et représentant spécial, c'est que généralement l'envoyé spécial est basé au pays d'envoi. Il effectue des missions sur des pays qui constituent le théâtre de son sujet. Et il rentre. Or, le représentant spécial est envoyé et il est installé au niveau du pays, du théâtre de son sujet. Voilà. Si on repart dans le passé, pour le cas du Congo, un cas précis où on peut trouver les deux aspects, le Congo, en 2006, l'histoire s'était répétée, le Congo était membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et le Congo assurait aussi la présidence en exercice de l'Union africaine. Et vous vous souvenez certainement de la crise en Côte d'Ivoire. Et on avait mis en place un groupe de travail sur la Côte d'Ivoire qui se réunissait tous les mois pour suivre de très près le processus de sortie de crise dans le pays. Et à l'époque, on avait eu le ministre d'État, Adada, qui allait en Côte d'Ivoire tous les mois pour aller assister à ces réunions-là de ce qu'on appelait à l'époque GTI, le groupe de travail international sur la Côte d'Ivoire, où il y avait l'Union africaine, il y avait les Nations Unies et d'autres partenaires. Et en ce moment, le ministre d'État, Adada, accomplissait cette mission aussi comme envoyé spécial. Comme envoyé spécial. Voilà. Et après, pour ce même sujet, on a créé une représentation spéciale à Abidjan, qui est devenue aujourd'hui une ambassade classique de la bilatérale. Il y a souvent cette confusion-là entre les ministres et les ambassadeurs quand ils se déplacent à l'extérieur. Est-ce que, dans ce cas de figure, entre le ministre et l'ambassadeur, qui a le plein pouvoir pour représenter le gouvernement ou l'État? L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, il a les pouvoirs en permanence durant son mandat pour engager l'État, pour signer au nom de l'État. Mais un ministre autre que celui des Affaires étrangères ne peut pas engager l'État s'il n'est pas muni des pleins pouvoirs. Ça veut dire qu'un ministre qui vient dans une mission engageante, dans une mission de négociation qui peut être assortie de la signature des engagements internationaux, se munit des pleins pouvoirs que lui délivre le chef de l'État. Et c'est ça qui lui permet de signer au nom de l'État. Ouais. Or, l'ambassadeur signe en permanence pendant la durée de sa mission. Monsieur l'ambassadeur, revenons sur la fin de la mission d'un ambassadeur. Est-ce qu'un diplomate peut-il demander la nationalité du pays où il a servi? Est-ce possible? Moi, je pense que un diplomate est en mission. Et quand il a fini sa mission, il doit rentrer, il doit obéir aux instructions de ses services centraux. C'est pas élégant
Oui. Et c'est vrai, vous posez une question importante parce que ce sont des cas parfois que l'on vit où un diplomate a terminé sa mission. Il ne veut pas rendre la carte diplomatique. Vous en avez connu là-bas au Rwanda? Dieu merci, au Rwanda, je n'ai pas encore eu ce genre de cas, mais c'est pas élégant. C'est pas élégant. Un diplomate, quand vous avez fini votre mission, votre pays met en place les conditions de rapatriement, parce que souvent les diplomates ne sont pas seuls, ils ont leur famille, ainsi de suite. On met les conditions de rapatriement en place et puis vous rentrez et vous vous mettez à la disposition de la nation qui vous utilise de nouveau. L'ambassadeur Guy Nestor Itoua, poursuivons cette émission pour parler cette fois-ci du corps diplomatique. Un autre terme de la diplomatie. Qu'appelle-t-on corps diplomatique? Le corps diplomatique, c'est l'ensemble des diplomates, tout pays confondu, évoluant dans un pays donné. Voilà, pour faire simple. Pour faire simple, ici au Congo, nous en avons un corps diplomatique. Monsieur l'ambassadeur, comment est organisé le corps diplomatique? Le corps diplomatique a d'abord son organisation initiale, qui est le corps diplomatique. Au sein du corps diplomatique, vous pouvez avoir des sous-organisations selon un ordre géographique ou thématique. Par exemple, là, je vous parlais du groupe africain. Donc, tous les ambassadeurs africains qui sont accrédités au Rwanda sont organisés au sein du groupe africain, groupe que j'officie comme doyen. Il peut y avoir aussi des groupes thématiques. Vous pouvez avoir le groupe des ambassadeurs d'expression française, par exemple. Et vous pouvez avoir, enfin, selon l'organisation qui est la vôtre. On a toujours constaté que le doyen ou la doyenne fait souvent une déclaration commune pour donner la position du corps diplomatique sur un sujet donné. Est-ce que c'est la pratique, c'est comme ça? Est-ce que il y a aussi des pays qui peuvent brandir leur souveraineté pour donner leur position qui n'est pas souvent conforme avec la déclaration commune du corps diplomatique? Appartenir au corps diplomatique ne veut pas dire aliéner la souveraineté du pays qu'on représente. Mais il y a aussi la discipline et l'esprit de groupe qui peut faire qu'on gagne du temps en étant organisé. Par exemple, pour poser un problème au pays d'accueil, pour mener une démarche auprès de l'administration du pays d'accueil, ou pour s'organiser aussi entre vous au sein du groupe ou du corps diplomatique. S'il y a une position commune à prendre face à un sujet, je peux vous dire par exemple le groupe diplomatique africain, dans pas longtemps, va célébrer la journée de l'Afrique le 25 mai. Qu'est-ce qui se passe? Il y a souvent une allocution que présente le doyen du groupe et avec la réaction du pays d'accueil. Mais pour cette allocution, il y a un projet qui est établi et qui est soumis au groupe en réunion. Et la version définitive, c'est celle-là qui est lue. Le doyen du corps diplomatique, de façon générale, c'est l'ambassadeur le plus ancien en poste dans le pays. Mais il y a des particularités selon la pratique dans certains pays.
Il y a des pays où le doyen du corps diplomatique est systématiquement le nonce apostolique. Ça veut dire que dans ce pays-là, même si le nonce apostolique n'arrive qu'aujourd'hui, le lendemain, après la présentation de ses lettres de créance, il est consacré doyen du corps diplomatique. C'est souvent le cas pour les pays de tradition chrétienne, je dirais catholique même. Je crois que c'est le cas en France, si je ne me trompe pas, au Brésil et peut-être dans d'autres pays. Il y a ces traditions-là. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un mot, après avoir donné toutes les explications possibles et les éclaircissements sur ces expressions qui paraissent un peu difficiles pour certains? J'encourage les jeunes cadres congolais à se former, à trouver les moyens, à approcher les services culturels des ambassades étrangères ici à Brazzaville. Merci à vous, Excellence. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous avons reçu sur ce plateau l'ambassadeur Guy Nestor Itoua. Avec lui, nous avons encore parlé de la pratique diplomatique. Nous avons encore et également expliqué quelques expressions clés de la diplomatie. Et je ne peux pas terminer cette émission sans pour autant remercier tous nos téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent de partout dans le monde, qui nous appellent pour nous faire des suggestions et des remarques. Merci à l'équipe Choc. Il s'agit de Armel Etokabeka et Yann Bossati qui étaient avec moi, qui m'ont accompagné dans la réalisation de cette émission. Au revoir et à la prochaine.